Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première vidéo facecam de ma chaîne, on va parler de ma moto. Donc pour faire les présentations, c'est une KTM Duke de 5e génération 690 de 2016. Le nom est relativement long, mais ça représente bien quand même l'historique de cette moto, qui a une très longue histoire derrière elle. L'année prochaine, 2024, ça sera les 30 ans de la Duke de chez KTM. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à expliquer sur la 5e génération, comme la mienne. Mais j'espère y faire un épisode dédié quand le moment sera venu, donc probablement l'année prochaine. Là aujourd'hui, on va parler de ma moto, mais pas directement de ma moto. On va parler de la Duke de 5e génération, mais pas de la mienne, qui est légèrement modifiée, comme vous aurez pu le remarquer. Là, je vais faire une présentation aussi complète qu'il est possible de faire pour qu'une personne qui sera intéressée d'acheter cette moto soit au courant de tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et donc, je vais séparer cette vidéo en 3 parties. Première partie, les défauts. Je vais épiloguer tous les défauts que j'ai notés, parce que ça fait 2 ans que je roule avec cette moto, donc je les connais relativement bien, les défauts. Deuxième partie, ce qui ne fait pas partie des qualités ou des défauts, ce qui est dans l'entre-deux. Et troisième partie, la meilleure, et c'est pour ça que je la mets à la fin, les qualités. Alors, ça risque d'être très long, donc on va pas traîner et je propose qu'on attaque tout de suite du coup aux défauts. Le premier défaut, c'est ce qui m'a pété les couilles au tout début, quand j'ai eu cette moto, il y a maintenant plus de 2 ans. Et c'était tellement pénible que c'est la première chose que j'ai changé dessus. C'est les suspensions d'origine. Moi, ma moto, initialement, c'était une Duke 5 standard, donc pas la R, la standard, celle qui était la moins chère et plus axée pour les débutants, qui débutent la moto et qui sont jeunes et qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc c'était, voilà, celle-ci. Il y a 3 gros défauts de ces suspensions. Déjà, la première chose, le débattement n'est pas très élevé. Alors, 135 mm de débattement, c'est pas non plus rien. On a vu bien pire chez d'autres motos de route. Mais comparé aux capacités du châssis et surtout au tempérament du moteur, et pour peu que vous roulez dans des trous comme chez moi où les routes, c'est des chemins bosselés, goudronnés par-dessus, c'est pas assez. Deuxième point, la fourche plonge beaucoup au freinage. Vous avez vite fait si vous faites un freinage un peu trop énervé, vous avez vite fait de mettre la fourche en butée et c'est pas bon du tout pour prendre efficacement un virage sans se viander. Et troisième point, juste l'efficacité hydraulique. On sent toutes les bosses, les roues sautillent quand on roule un peu fort, ça talonne. Bref, c'est pas du tout efficace. Pour rouler pépère à 80, c'est très bien, c'est pas cher. Et même, ça pourrait être pire vu que la fourche à l'avant, c'était une fourche inversée. C'est vraiment un gros défaut. La bonne chose, c'est que ça peut être changé. C'est ce que j'ai fait. Deuxième défaut, alors celui-là, il est un peu particulier pour moi, parce que pour moi c'était un défaut, mais dans le sens inverse de ce qui est généralement dit. La Duke 690 a, parmi toutes ses concurrentes, pour les débutants, en tout cas en 2016-2019 quand elle était produite, d'avoir la selle la plus haute parmi ses concurrentes. Donc par rapport à une MT-07, la selle est plus haute, par rapport à une Z650, la selle est plus haute, une CB500, la selle est plus haute. Bref, vous avez compris. Le truc qui est particulier à la 690, bien sûr, c'est que c'est un monocylindre. Et du coup, déjà la selle n'est pas très large. Je mettrai des images pour que vous voyez vue de dos de la moto. La selle n'est pas large et la moto non plus. Du coup, quand vous êtes dessus, vous avez les jambes bien droites. Je vais monter dessus pour vous montrer. Alors, il faut bien imaginer que la mienne est modifiée et du coup, elle est bien plus haute que d'origine. J'en parlerai peut-être dans la vidéo suivante où j'expliquerai ma préparation. Et comme vous pouvez voir, en fait, j'ai les 2 pieds au sol, sur la pointe des pieds, et je n'ai aucune difficulté à la tenir en selle. Bon, il y a la béquille de l'autre côté qui me gêne pour la pencher, mais voilà, vous comprenez. Là, comme ça, moi, je suis bien un feu rouge. Après, je fais 1m80 et j'ai des jambes un petit peu longues. Mais bon, admettons, je serais plus petit, genre 1m70, et je n'ai qu'à me mettre comme ça. Je mets mon pied sur le repose-pied et je mets mon autre pied au sol. Et là, vous voyez, j'ai le pied à plat. Et encore, je peux toujours plus me déhancher pour tenir la moto pour éviter qu'elle tombe. Donc, ouais, c'est plus haut, je suis d'accord, mais il y a des motos plus basses qui sont bien plus difficiles à tenir. Mon père a une Harley Davidson, bon c'est le cas extrême, je veux bien. La selle arrive par ici et je vous assure que je galère 1 milliard de fois moins avec ma moto qu'avec la sienne. Donc une selle basse c'est bien, mais il suffit juste de savoir tenir une moto et ça pose aucun problème. Il y a des filles qui font 1m60 qui font du cross. Et c'est encore un peu plus haut que ça une cross. Donc voilà, c'est un défaut, pour moi c'en est pas, enfin c'en est un mais juste parce qu'elle était trop basse de mon goût. Et puis surtout aussi, comme beaucoup de motos, la hauteur de selle ça peut être changé, donc c'est pas un souci. Vous pouvez soit mettre une selle plus épaisse, une selle plus fine, ou encore jouer sur les suspensions, ou jouer sur le renvoi de biellette, ce qui est ici. Notamment moi je l'ai modifié pour que ça soit plus haut à l'arrière. La fourche elle est plus longue, du coup toute la moto s'est rehaussée.
Le troisième défaut, c'est la garde au sol. Donc c'est relativement lié aux suspensions. Mais là, le problème, c'est que d'origine, alors les chiffres officiels ne sont pas bons. Ça doit être mesuré quand la moto n'a même pas son propre poids chargé, je pense. Ou à vide, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand j'avais la mienne, elle était d'origine pour une suspension et échappement. Le point le plus bas, c'est l'échappement. Et il y avait 10 cm de garde au sol. Encore une fois, avec des routes bosselées ou des trottoirs, c'est pas suffisant, vous allez éclater le catalyseur. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Après, l'avantage, c'est que là, la moto, elle certes, elle est très basse, mais au moins, elle est très fine. Donc, elle gêne pas du tout l'inclinaison de la moto dans les virages comparé à beaucoup d'autres motos. Alors ensuite, le quatrième défaut, c'est le phare. Bon, pas le mien, bien entendu, mais le phare d'origine qui est sur cette Duke 5. Moi, personnellement, je l'ai eu pendant 2 ans, ce phare. Le petit phare rond, hein, je vais le mettre en photo. Hein. Et finalement, on s'est habitué, et même je trouve un côté un petit peu mignon, parce que c'est pas commun ce genre de phare. C'est le genre de phare de cross, mais un peu boudiné. Bon, c'est mignon. Le truc, par contre, incompréhensible, c'est que KTM a sorti du coup cette Duke 5 avec ce phare en 2016 et c'était la même dégaine mais vraiment pareil que la Duke 4 qui était sortie en 2012. Entre la Duke 4 et la Duke 5, il n'y a quasiment rien qui change visuellement. Il y a la selle, il y a les couleurs, il y a le compteur si on regarde bien, mais c'est tout. Donc pour la plupart des gens, la moto n'avait pas changé. Elle était toujours aussi chère. Donc c'est un gros défaut marketing déjà, que la moto ne change pas de gueule et elle est plus chère. Grave erreur. Et surtout en plus, l'année d'après, en 2017, KTM sort ce bloc phare là. Bon voilà, c'est pour ça que j'ai monté dessus. Et du coup, la gamme KTM en 2016, c'est Duke 125, Duke 390, Duke 1290, qui avait aussi eu un nouveau phare. Et au milieu de tout ça, Duke 690. Donc ouais, elle fait vraiment tâche dans le style de la gamme. Après, je peux comprendre qu'ils ne voulaient pas s'emmerder à refaire des plastiques. Bon, ils n'ont rien changé entre la 3 et la 4. Ils ont juste refait peut-être l'attache du tableau de bord, mais c'est tout. Que tu me dirais, ils ont dû refaire des moules. Donc, par contre, le bloc halogène coûtait bien moins cher que le bloc à LED. Mais ils ont bien développé un bloc halogène pour les Duke 250. Donc, ils auraient pu mettre celui-là, ça aurait été très bien déjà. Bref, gros défaut. Et c'est une misère à changer. On va, en tout cas, pour mettre celui-là. Là, j'irai ça le monter, mais c'est pas encore nickel, j'en parlerai dans ma prépa. Il y a des phares à LED, mais qui gardent la même forme, donc ça colle toujours pas au reste de la gamme Duke. Mais du coup, ouais, une partie de son échec commercial, c'est vraiment ce phare. Et très souvent, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans cette moto, ils me disent le phare. Bah, le look, mais ça passe par le phare, quoi. Cinquième défaut, la souplesse moteur. Bon, il n'y a pas de lézard, hein. C'est un monocylindre, donc on se doute bien que ce soit pas très souple. Mais même au contraire, c'est plutôt surprenant en termes de souplesse. Mais pour beaucoup, c'est pas suffisant. Il doit y avoir une Rolls-Royce chez eux, je pense. Parce que certes, c'est un monocylindre, il conne en bas, il vibre en haut, mais ça n'a rien à voir avec tous les vieux monocylindres que les gens peuvent connaître, comme les DR650 ou même une Cross. Là, ça vibre fort à partir de 8000 tours minute. Et encore fort, il y a des 4 cylindres qui vibrent autant. Hein. Et pour le connement à bas régime, certes, c'est plus que toutes les autres motos de la production, vu qu'ils sont tous multicylindres, mais ça conne à partir de 2500 tours minute en première et en deuxième, et à partir de 3000 tours minute sur les autres vitesses. Un bicylindre bien équilibré comme le 790, ça cogne autour des 2100. Bon, bah, la différence n'est pas énorme non plus, j'ai envie de dire. Par contre, défaut, il faut l'admettre, c'est que du coup, ce cognement, ça gêne pour manœuvrer à très basse vitesse, entre 0 et 10 km/h. Et là, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser l'embrayage ou de doubler ce qui vous gêne, au risque de vous prendre un PV. Sixième défaut, la surchauffe moteur. C'est le point le plus risqué, parce qu'avec les autres points, vous risquez de vous casser la gueule ou de perdre des points, chose qui arrive, mais là, vous risquez de péter votre moteur, ce qui est d'autant plus chiant. Alors, le truc, c'est que cette moto, bon déjà, c'est un moteur performant qui est dessus, comme beaucoup d'autres motos, comme le 1290, comme la Panigale V4, comme la CPR 1000. Alors je dis bien performance en proportion gardée. Là il y a un mono et il y a 700 cm3. C'est pas un 4 pattes de 1000 développé pour le Superbike, on est d'accord. Mais le moteur il est très performant pour sa taille et surtout pour son poids. Il y a peu de matière dans ce moteur, 38 kg, ce qui est pas grand chose. Et du coup, au niveau régulation de température, c'est pas terrible. Et en plus, bon c'est refroidi par eau et il y a un radiateur avec ventilateur. Normalement, ça devrait bien se passer. Le problème, c'est que ce petit truc qui est ici, c'est un commutateur thermique. En l'occurrence, lui, il mesure la température d'eau du radiateur. Et donc, c'est lui qui allume le ventilateur. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez une alerte surchauffe, il est toujours pas allumé. C'est après l'alerte surchauffe, quand vous êtes à 10 sur 10 en termes de température, que le ventilateur s'allume. Le ventilateur s'allume quand c'est trop tard, pour traduire. Et généralement, quand ça arrive, vous êtes encore dans des bouchons. Donc la seule solution, c'est lorsque le ventilateur s'allume, c'est de éteindre le moteur, laisser le contact pour que le ventilateur continue de tourner et s'arrêter à l'ombre et attendre. Il n'y a pas d'autre solution. Vous risquez de casser votre moteur si vous continuez de rouler, surtout en tirant dedans pour prendre un peu de vitesse pour le refroidir. Donc voilà.
faites gaffe. Et c'est vraiment pénible pour une moto d'avoir des tels soucis de surchauffe. Bon, au moins, contrairement à d'autres motos italiennes, elle risque pas de prendre feu, c'est déjà ça. Alors, 7e défaut, le réglage moteur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça influe sur la chaleur, sur la surchauffe et sur la souplesse moteur. Bon, c'est une moto homologuée. Et qui dit moto homologuée dit forcément moto bridée et réglée pour passer les normes. Il n'y a pas de choix. Toutes les motos homologuées, vraiment homologuées, hein, je parle pas des enduros, ont des bridages moteurs. Et il y en a plein. Le truc, c'est que là, la particularité, c'est que c'est un mono de compétition. Le 1690, il a été développé pour le Paris-Dakar. Du coup, il garde beaucoup de, pas de stigmates, mais de marques de concessions de compétition. Et il a fallu brider tout ça pour que ça passe les normes à bas prix. Que ça reste la moto, enfin, c'était en 2016 la moto accessible de chez KTM. Vu qu'il y avait au-delà, il n'y avait que le 1290. Donc il fallait limiter les coûts. Eh bien, la liste est longue. Je vais essayer de faire bref. Pour commencer, déjà, un échappement catalytique obligatoire. Et vu que c'est un monocylindre qui est l'architecture la plus bruyante qui soit à bas régime, ça prend pas beaucoup d'allonge à mono. Il y a 2 chicanes dans l'échappement d'origine. Donc un catalyseur, 2 chicanes, 10 kg d'échappement pour un monocylindre. En plus du fait que c'est pas gratuit un catalyseur. Pour l'admission, il y a une boîte air qui est ici, bon filtre à papier. Et l'entrée d'air de la boîte air est absolument ridicule comparée à la taille du moteur. Je vous montrerai encore une photo, mais c'est pas plus grand que ça quoi. Pour un 700. Troisième point, l'injecteur. Il est minuscule. C'est un injecteur de Enduro 450 qui est moins gros qu'un injecteur de RC8R qui a, proportion gardée, des plus petits cylindres. Là, on a un 700 et l'injecteur est plus petit que sur un 600. Pour des questions de coût, ils n'allaient pas s'embêter à commander d'autres injecteurs alors qu'ils avaient déjà ceux-là en commande pour les enduros, donc ça se comprend. Les soupapes, bon, ils ont mis les soupapes de la 1290 Adventure. Ils auraient pu mettre les soupapes en titane de la RC8R, mais c'était pas du tout utile. Et déjà, avec les soupapes en acier, il peut encaisser 10 000 tours minute, je crois. C'est déjà très bien. Dernier point, l'arbre à cam. Il est minuscule. Après, là, ils l'ont fait parce qu'il n'y avait pas trop de choix. Ils devaient, en gros, l'arbre à cam, c'est ce qui, j'en parlerai plus longuement dans une vidéo sur les moteurs, mais l'arbre à cam, c'est ce qui définit le comportement d'un moteur. S'il y a du couple à bas régime ou du couple à haut régime, donc de la puissance, c'est l'arbre à cam qui le définit, plus l'architecture globale du moteur. Et donc là, le couple max est cherché autour de 5000 tours minute. Donc juste après la phase de contrôle de test d'homologation. Je sais pas si ça a changé pour l'Euro 5 ou l'Euro 5.2, si je ne me trompe pas de nom, mais l'Euro 4, donc quand ces motos est sorti, les tests étaient faits de 0 à 5000 tours minute. Et c'est pour ça notamment que les Panigale V4R crachent 107 décibels à 16 000 tours minute, vu qu'il n'y a pas de contrôle à ce régime-là. Le contrôle est fait entre 0 et 5000. Le mono qui sort beaucoup de couple, ça l'avantage pas. Par contre, il fallait quand même qu'il garde un maximum de couple, que c'est là où l'efficacité d'un moteur est le meilleur, d'avoir du couple. Tu consommes moins, tu pollues moins du coup. Donc il ne pouvait pas faire un moteur ultra rageur. Il y aurait moyen de faire sortir beaucoup plus de chevaux du coup de ce moteur. Bon, j'en parlerai plus tard. Et dernier défaut, bah du coup, j'en ai parlé vite fait, mais l'échappement. Alors déjà, l'origine, il est immonde, comme beaucoup d'échappements d'origine, mais là, on atteint quand même un beau palmarès, quoi. 10 kg, 2 chicanes catalytiques en 2 parties. Donc là, il y a la partie en dessous qui sert de sabot moteur, bon bah chouette. Mais il y a celui sur le côté qui est extrêmement exposé aux chutes. Vous tombez, c'est le silencieux qui prend en direct. Et généralement, c'est là où il y avait l'option Accra, que beaucoup prenaient. Bon, ça c'est une chose, et ça concerne toutes les motos de route quasiment. Par contre, le défaut que moi je veux souligner, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à cet échappement d'origine. Bah déjà, il y a celui-là, l'Akrapovic de Duke 3, qui est cher. Il coûtait 1600 € en 2008, donc je vous laisse imaginer le prix aujourd'hui, quoi. Ce serait plus de 2000 balles l'échappement. Après, il est entièrement en titane et il commence à être rare à trouver. Moi, j'en ai trouvé un, mais comme vous pouvez le voir, il est un tout petit peu usé. Donc voilà, l'Akrapovic de la Duke 5, qui était vendu du coup en option. Bon, il est pas mieux que l'origine, il est un peu plus léger, mais il est toujours autant exposé aux chutes et il est en inox et pas en titane. Pour un Akrapovic, tu parles d'une disgrâce. Celui que je conseille à beaucoup de gens, c'est le Competition Works. Donc là, c'est un échappement tube inox, bon, soit. Mais il sert bien le moteur, donc ça maximise la garde au sol, ce qui est un plus, notamment pour les scramblers. Il est idéal pour la Svartpilen 701, cet échappement. Et ça va très bien sur les Duke aussi. Et le silencieux est quand même bien collé à la moto, donc il y a des chances que le repose-pied le protège. Après, ça coûte 800 €, donc voilà. Mais l'échappement d'origine avec juste un Decata, c'est super moche, je trouve. Donc bon, autant mettre un petit peu de sous pour avoir quelque chose de bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc qualité-défaut. Alors, je vais commencer par le plus relou à expliquer, c'est le compteur. Donc je vais prendre la caméra pour vous montrer et on verra après. Alors voilà comment ça se présente. Donc on a un compteur central TFT qui, pour rappel, était une première en 2016. Il n'y avait pas de moto de milieu de gamme qui avait un écran TFT. C'est la 690 qui a eu en premier. Je veux dire, parmi les MT-07 ou les S650,
genre c'est les motos pour débutants. C'était le 690 qui avait en premier un TFT. Et même chez KTM, c'est la 690 qu'il a eu en premier. Alors, pour expliquer un petit peu comment il est arrivé du coup sur le 690. Déjà, l'ancienne Duke 4, elle avait un système électronique dérivé de la 1190 Adventure, si je ne me trompe pas. La 690, elle a eu droit au système électronique de la Super Duke V1, la toute première Super Duke 1290. Donc elle en a récupéré du coup l'ABS, le capteur de chute, le calculateur et le faisceau entier. Mais KTM, du coup, pour faire leur test, ils se sont dit ça serait une bonne idée de mettre du coup leur compteur TFT sur cet ancien faisceau qu'ils connaissaient bien, vu que la nouvelle Super Duke était encore en préparation. Et du coup, ils ont greffé ce compteur par-dessus le compteur aiguille qu'avait la Super Duke V1. Donc niveau communication, c'est identique. Il y a juste des fils qui vont du coup de tel ou tel capteur ou du calculateur au compteur. Il n'y a pas de communication CAN, sauf peut-être pour les commandes de paramétrage que je vais expliquer après. En tout cas, c'est ce que je présume, hein, je m'y connais, j'ai pas les outils pour examiner cet appareil plus en profondeur. Alors, on va commencer par présenter du coup le tableau de bord. J'espère que l'image sera pas trop dégueulasse, parce que là je vois qu'il y a des balayages, ce qui est un peu pénible. Du coup, vous voyez ici là, le contour, hein, c'est assez évident à voir. Là c'est le rapport engagé, ici c'est la vitesse, pris par un capteur sur la roue avant, donc quand on fait des wheelings, la vitesse chute, c'est normal. Là c'est la température d'eau. Bon là elle est bleue pour indiquer que la moto est vraiment très froide, et quand elle chauffe ça prend sous forme de barre comme pour la jauge à essence qui est ici. Là j'ai quasiment le plein comme vous pouvez voir. La map, le réglage de poignée, le map poignée, l'heure, la température extérieure et le kilométrage absolu. Vous voyez, ceux qui disent que c'est pas fiable, excusez-moi, mais c'est quand même pas rien ça. Alors ensuite, il y a des petits voyants autour. Tout en haut ici, c'est les clignotants. Pour la droite ou pour la gauche, c'est le même, juste pour rappeler qu'on a laissé clignotants. Il faut juste appuyer sur un bouton pour les enlever. Là, c'est le voyant moteur. S'il y a un problème d'électronique, principalement, dès qu'il y a un pépin, c'est ça qui s'allume, que ce soit pour des phares, pour des capteurs, pour n'importe quoi. En fait, c'est le défaut général. Ça, c'est le défaut ABS pour indiquer que l'ABS n'est pas en fonctionnement. Bon, là, il est allumé parce que, en gros, il vérifie qu'il fonctionne quand la moto fait ses premiers tours de roue. Là, vu que je l'ai juste allumé sans la faire rouler, il est resté allumé. Pareil pour le traction control. Il vérifie que les capteurs de l'ABS, que c'est utilisé par l'ABS pour le traction control, il vérifie que les capteurs fonctionnent. Bon, pareil, vu que j'ai pas roulé, ça reste allumé. Là, c'est juste le témoin de rapport engagé en vert, comme ça se voit, c'est encore plus visuel que le N au milieu. Et l'autre côté, alors on n'y voit que dalle. Bon, déjà il y a le voyant pression d'huile. Alors lui, il est censé s'éteindre quand le moteur démarre. Et s'il s'allume alors que le moteur est en fonctionnement, ça veut dire que c'est fini, hein, globalement. Normalement, il y a les appels de phare, voilà. Il y a les appels de phare juste ici, soit pour mettre les pleins phares ou les appels de phare. Il me semble qu'il y a un voyant de cross control par ici, mais il n'a pas été utilisé sur le 690. Et en dessous, c'est un voyant alerte. Je ne sais pas à quoi il sert sur les autres motos. Maintenant, on va passer au menu. Alors déjà, vous avez un menu favori que vous pouvez faire apparaître tout de suite. Là, j'appuie juste sur 7 et ça affiche directement le menu favori. Donc là-dedans, il y a l'autonomie qui me reste avec ce que j'ai dans le réservoir, donc pas tout le plein. Avec le plein et en roulant cool, ça monte jusqu'à 330 km d'autonomie, ce qui est sincèrement très bon comparé à beaucoup d'autres motos de route. Donc 4,7 litres au 100 pour une vitesse moyenne de 66 km/h, sachant que si vous êtes à cheval sur les limitations de vitesse, vous êtes autour des 45 km/h. 4,7 litres au 100 en roulant un peu comme un sauvage, c'est très bon pour moi. Moi du coup j'ai mis la date et la batterie. C'est pratique pour voir si l'alternateur fonctionne en l'occurrence. Ensuite en dessous on a le menu de mapping de la poignée de gaz. En gros, il y a 3 niveaux de réglage de la poignée de gaz. Le réglage sport, le réglage street et le réglage rain, comme vous pouvez le voir. Donc le réglage street, c'est le plus polyvalent. Moi, c'est ce que je m'en sers tout le temps et c'est le plus naturel pour faire des wheelings. Donc voilà pourquoi je laisse tout. Réglage sport, ça rend la poignée bien plus nerveuse. En gros, dès les premiers degrés, l'ouverture des gaz est à 100% pour sortir un maximum de chevaux immédiatement. Et le mode rain, c'est l'inverse. Avec la poignée des gaz mi-ouverte, vous êtes encore à 10 ou 20% d'ouverture des gaz. Donc pour avoir vraiment un contrôle plus souple du moteur. Notamment le mode rain, moi je m'en sers en ville pour rouler à très basse vitesse et sous la pluie pour être sûr de ne pas mettre un grand coup de couple dans la roue arrière et risquer de glisser. Ici on a les réglages de l'ABS. Alors ça paraît complètement ridicule comparé à ce qu'on aurait aujourd'hui chez KTM, n'est-ce pas? Et ça fait partie justement des défauts, c'est que ça a un petit peu vieilli maintenant. Donc le TC et MRS, donc traction control pour éviter que la roue arrière patine, et MRS c'est un limiteur de couple moteur. C'est pour réduire un peu le frein moteur. J'ai pas vraiment senti de grosses différences avec ou sans, et vu que j'aime beaucoup faire des wheelings, le traction control est généralement constamment éteint. Et du coup, le limiteur de couple moteur l'est aussi. Ensuite, il y a l'ABS où je peux l'activer ou le désactiver ici, comme je le souhaite. Et il y a le réglage super moto.
En gros, ça permet de l'activer ou de le désactiver sur la roue arrière. Donc très pratique pour faire des glisses ou des stoppies. Bon, ensuite, il y a des réglages assez complexes sur si vous voulez changer du coup un shift light. Le shift light, en gros, ça fait clignoter le compteur en fonction d'un certain régime. Et comme vous pouvez le constater, le compteur est passé en mode nuit. Parce que, il a dû voir une zone d'ombre et de l'arbre au-dessus de moi. Donc quand vous roulez la nuit, il s'assombrit en noir. Bon, c'est pas super efficace que le compteur qui lui du coup passe complètement en blanc, ça illumine bien la gueule. Donc voilà pour le compteur. Donc voilà, vous comprenez peut-être ce que je veux dire par qualité et défaut. Alors c'est une qualité parce qu'un compteur TFT, c'est quand même un bon confort pour avoir plein d'informations accessibles sur le compteur, comme ça soit tension batterie, kilométrage, autonomie, consommation, température, bref, plein de trucs. Là où l'ancien compteur aiguille était quand même bien plus austère et bien moins lisible, on voyait grosso merdo juste le contour et la vitesse et c'est tout. Toutes les autres informations, il fallait plisser des yeux et c'était impossible à regarder vite fait entre deux virages. Là, tout est lisible, c'est bien pratique notamment pour plein de choses, hein. Vous savez à quoi sert un compteur. Le défaut, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'un compteur TFT a été utilisé chez KTM et du coup, c'est le plus sous-exploité de toutes les motos de chez Katoche. Le même compteur, enfin le même matériel électronique, que l'intérieur, le programme a été changé, mais le hardware est le même que sur les 790 ou la 1290 V2 ou la 890. Donc c'est dommage que c'est la 1690 qui ait servi de test pour ce compteur, parce qu'il aurait été bien plus complet. Il est bien plus complet sur les 790, 890. Mon désagrément, c'est ça en fait, c'est que c'est un bon compteur, mais il aurait pu être bien mieux s'il aurait été mis au point à fond. Deuxième qualité défaut, c'est l'ABS. Alors je vous ai expliqué, c'est l'ancien module ABS de la Super Duke V1, qui est un peu daté aujourd'hui maintenant. Il a plus de 10 ans ce module ABS. Bon, il pèse pas grand chose, il a pesé 2 kg avec tout le bazar qu'il y a autour, entre les durites et les supports, c'est pas très lourd. Par contre, niveau finesse, c'est pas terrible. Exemple tout simple, quand j'ai fait ces dernières modifications, c'est-à-dire train avant, freinage, phare, je suis allé voir un ami qui habite un petit heure de route d'ici, et il a testé du coup ma moto pour voir ce qu'il en pensait, si c'était mieux avec ou sans ce nouveau freinage. Et du coup, vu que c'est un grand fifou, il faisait des wheelings avec. Je le voyais lever la moto, ne pas réussir à la maintenir en l'air et la faire reposer un peu fort. Bon, j'ai des gros suspats d'eau, je m'en fous. Il me disait, il y a un problème sur ta moto, mec, j'ai impossible de la lever. Enfin, elle lève, mais elle tient pas. Bon, on oublie ça, je me dis, j'ai dû merder un branchement quelque part en la remontant, ça peut arriver. Ou juste, il a perdu le coup de main, ou encore j'avais l'embrayage mal réglé, bref, ça peut être plein de raisons. Je rentre chez moi, de nuit, et quand j'arrive à la maison, je vois qu'il y a le voyant traction de contrôle qui n'est pas allumé. Et qui veut dire que le traction de contrôle était en fonction. Et du coup, c'était le traction de contrôle qui l'empêchait de faire des wheelings. Mais c'était tellement pas efficace que ça ne l'empêcherait pas de se retourner en fait. Avec le traction de contrôle et l'ABS, si vous voulez vous retourner dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez. Il s'active très tard. Alors c'est un plus, mais quand il s'active, c'est pas souple, c'est pas doucement, c'est d'un coup, c'est ça coupe le moteur et boum. On est quand même très loin de l'anti-wheeling de la Super Duke V3 que j'ai testé il y a quelques mois, qui vraiment elle décolle et elle repose doucement. Là, si elle décolle, ça coupe vraiment tous les gaz et frein moteur qui vous fracasse au sol. Voilà, c'est pas fou, pas très bon. Et ça vient du coup au troisième qualité défaut, l'électronique. Bon, l'électronique est relativement simple et bien faite. Du coup, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Par contre, moi, ce qui me saoule avec les motos de cette époque-là, et même encore plus d'aujourd'hui, c'est que tout est verrouillé. Genre là, depuis que je l'ai remonté en début d'année, j'ai un voyant moteur et je suis infoutu de savoir d'où il provient. Parce que pour savoir qu'est-ce que veut dire vraiment le voyant moteur, parce qu'en fait, derrière un voyant moteur orange, il y a un message d'erreur qui est derrière. Ça peut être soit un message d'erreur, soit un historique de message d'erreur. C'est pas des petites infos, mais ils te font communiquer tout ça par un voyant. Donc tu sais pas ce que... Ça veut juste dire, il y a un problème, va en concession, mec. Tu peux pas te démerder tout seul. Et pour consulter du coup le calculateur, il faut du matériel KTM que personne n'a. Voilà, ça c'est pénible. Et puis l'électronique commence un peu à dater, donc maintenant elle déconne un peu pour tout et n'importe quoi. Bon, ça peut être des coups de Karcher en étant la moto, qu'il y a pas mal de connecteurs qui ne sont pas étanches. Il y en a qui sont étanches, mais pas tous. Donc ça peut faire des faux contacts et mener à des problèmes d'électricité. Encore une fois, le fait que tout est verrouillé, c'est d'un pénible. Du coup, quatrième qualité défaut, bon, ça concerne plus du tout la mienne maintenant, mais c'était le système de freinage d'origine, de la standard, encore une fois. La Duke R avait un meilleur freinage. Elle avait des Brembo M50 et un mètre cylindre radial. Là, mon mètre cylindre l'est aussi, mais l'origine, le mètre cylindre est axial, moins progressif et moins efficace pour freiner. Le mètre cylindre, c'était un mètre cylindre en deux parties, un mètre cylindre assemblé, donc moins léger qu'un mètre cylindre monobloc comme le M50. Donc ça se trouve, ça freinait très bien quand c'était neuf. Moi, la mienne, elle avait déjà 40 000 bornes quand j'ai acheté, donc le freinage d'origine était déjà bien
passer. J'avais beau changer les plaquettes par d'autres, le freinage n'avait pas de mordant. Fallait que je ramène la poignée de freinage jusqu'à la poignée pour que ça freine un peu. Vraiment, ça freinait pas fort. Et en plus, c'était difficile à doser. Pour peu que j'arrivais à bien freiner, ça pouvait bloquer l'avant très rapidement. Alors que maintenant, bon, le matos coûte 4 fois plus cher que l'origine, mais ça freine fort et pour bloquer la roue avant, j'ai beaucoup de mal, malgré tout le bazar, parce que ça, c'est très facile à doser. Le frein arrière, c'est même pire, parce que truc extrêmement drôle, le mètre-cylindre de frein arrière date de 1989. KTM utilise ce mètre-cylindre sur ses motos, donc à l'époque, je présume que c'était les motos de cross, depuis 1989. L'étrier arrière, c'était un monopiston flottant, je crois que c'est ça le terme. Mais encore une fois, niveau progressivité, c'est pas facile, hein. Du coup, moi, quand j'ai appris à faire des wheelies, j'ai appris à le faire au frein moteur et pas au frein arrière. Parce que le frein arrière, ça sert pas. Et d'un coup, ça bloque la roue, donc ça repose tout de suite. J'arrive pas à niveler ma position avec le frein arrière. En tout cas avec celui-là, qui est pas de bonne qualité et qu'en plus maintenant qui est borné. Donc cinquième point, le confort. Alors personnellement pour moi c'est une qualité, parce qu'une moto confortable c'est toujours un plus pour voyager loin et vite. Mais dans l'absolu ça reste un roster. Donc protection au vent c'est pas ça. Et niveau position ça pourrait être encore un peu plus relax. Mais c'est l'un des gros points des Duke en tout cas de celle-ci. Parce que la 790, 890, 390 et la toute dernière Super Duke, c'est quand même rapproché beaucoup du roster sportif. Alors que la 690 et les deux premières 1290, ça restait quand même très proche du Supermotard. Donc, alors c'est mix Supermotard, mix sportif, roster. Alors j'ai enlevé la béquille parce que ça me gêne. Donc voilà, je suis comme ça. Là vous voyez peut-être pas... Attends, je vais replacer la moto. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc la position quand je conduis, moi, c'est celle-ci. Donc j'ai l'avant légèrement penché par le haut du corps, légèrement penché vers l'avant. Donc c'est suffisant pour pas se péter le dos, péter la nuque, à redresser la tête pour voir devant. Et en plus, quand vous êtes un tout petit peu penché, il y a le vent qui vous porte. Donc quand je roule à 80, j'ai le vent qui me soulève un petit peu. Ça me soulage du coup les muscles du dos et les abdos. Les jambes, comme vous pouvez voir, on est très loin d'un trail ou d'un cross maintenant. Et encore là, j'ai les repose-pieds en dessous. Donc quand je freine, j'ai vraiment le pied en dessous de ma cuisse et pas derrière. Donc c'est pas non plus super énervé. Donc pareil, très confortable pour les jambes. Et la selle est bien large. Bon, d'origine elle est un peu rêche, mais bon, ça se... comme toutes les selles n'importe quelle moto. Mais c'est quand même bien suffisant. La protection au vent, c'est pas non plus pourri parce que là j'ai le genou qui est quand même bien protégé du vent par l'écope et j'ai les mollets qui sont légèrement protégés par un radiateur. Donc du coup j'ai un peu d'air chaud qui circule sous les pieds et ça permet d'avoir les pieds au chaud quand on roule l'hiver. La partie désagréable par contre, c'est le fait que quand il pleut, le flux d'air passe sous le guidon et vient vous arroser les parties. Donc vous avez froid aux couilles quoi. Et là oui c'est chiant. Mais c'est vraiment le plus gros désagrément. Le fait que vous n'avez pas les parties au sec quand vous roulez sous la pluie. Bon, il n'y a pas beaucoup de motos qui épargnent cette peine. Et en plus, comme beaucoup de motos, en particulier notamment le 690 et encore plus cette Duke là, niveau position, elle est vraiment extrêmement modulaire. Déjà, vous pouvez mettre n'importe quel guidon que vous voulez, même des semi-bracelets, hein, pour peu que vous retirez les écopes, mais c'est super moche du coup. Moi, j'ai mis un guidon de cross un peu plus haut que l'origine. Il y a aussi ceux qui mettent des pontés plus longs pour avoir le guidon encore plus haut pour se rapprocher d'un trail. Et on peut à l'inverse baisser le guidon, mettre un guidon plus plat, moins large, et reculer et repose-pied pour se rapprocher d'une position de 790 Duke. Donc le confort, il est bien, et notamment j'ai envie de le préciser, mais le point suivant c'était la position, mais maintenant c'est fait. Confort position, très bien, ça ne peut pas convenir à tout le monde, donc c'est pas dans les qualités absolues, surtout d'origine, parce que c'est pas assez énervé pour être efficace sur piste, et c'est pas assez confort pour qu'on soit vraiment bien dans toutes les situations, donc voilà. Mais c'est le parfait juste milieu de mon avis, en tout cas pour la route. Alors la suite logique après la position et le confort, c'est le duo, parce qu'une moto c'est très souvent utilisé pour trimballer un sac de sable. Bon, je pense que ça se voit tout de suite, il n'y a pas besoin d'expliquer pendant des heures quel est le problème de cette moto. La moto pèse rien, elle a un moteur très coupleux, très énervé, et la selle passager n'est pas immense. Question, si vous avez un passager plus lourd que le pilote, qu'est-ce qui se passe? C'est une machine à wheeling, mais tout le temps, n'importe quand et surtout quand il faut pas. J'avais une fois ramené un ami récupérer sa Harley à la concession. Donc comme il n'avait pas de moyen de se déplacer en voiture ou en moto, c'est moi qui l'ai amené avec ma moto. Eh bien, il pesait plus lourd que moi, mon copain, et il a pas un très bon souvenir. C'était très marrant, mais ça faisait très peur. Parce que à la moindre petite bosse ou au moindre dos d'âne, la moto se mettait en Y immédiatement. Donc là, j'essaie de faire mon possible pour pas me casser la gueule. Et donc le passager, il est plus ou moins comme ça. Alors moi, je suis 1m80, donc voilà, je deviens l'accoudoir du conducteur. Il me vaut avoir des petits passagères pour ce genre de moto. Et des petites passagères qui n'ont pas peur. Parce que aussi, le défaut principal du duo, c'est pas la moto
c'est le Gugus qui s'assoit dessus et qui devient complètement barjot au guidon de cette moto. Parce que vous avez sacrément envie d'arsouiller avec et le passager, lui, il donne pas son avis. Donc voilà, ça peut mener à quelques petits conflits de couple. Alors, pour parler de la suite, on va parler de ce qui est vraiment assez unique sur cette moto. Surtout sur ce niveau de gamme. C'est l'embrayage hydraulique. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est une qualité et pourquoi du coup c'est un défaut, parce que vraiment c'est le point le plus bipolaire de la moto en fait, vraiment. Donc première qualité d'avoir un embrayage hydraulique déjà, c'est extrêmement simple, facile de l'actionner. Vous voyez là, j'actionne littéralement au petit doigt et je vous assure que je galère pas plus que ça. Hein. J'ai pas l'habitude, mais je pourrais vraiment rouler comme ça limite tous les jours. Alors qu'une MT-07, vous me direz, mais à actionner au petit doigt, c'est purement impossible. Hein. C'est beaucoup trop dur. Donc ça, c'est la qualité d'avoir un embrayage hydraulique. Il n'y a aucune perte de friction dans le transport de l'effort du levier. Donc là, c'est le mètre cylindre d'embrayage. Et ici, là, le petit truc orange, c'est le étrier de l'embrayage, si je puis dire. C'est ce que actionne du coup le mètre cylindre d'embrayage. Et en gros, là-dedans, c'est un piston qui pousse une tige à travers le moteur et la tige écarte l'embrayage pour embrayer du coup. Le problème, c'est que vous aurez peut-être remarqué, mais ça n'a pas l'air d'être de l'origine. Et effectivement, c'est le cas. C'est pas le récepteur d'embrayage d'origine, lui. Parce que le récepteur d'embrayage d'origine, c'est de la merde. Voilà, c'est vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Le récepteur d'embrayage d'origine et le mètre cylindre aussi d'origine, c'est de la daube. Parce que c'est du matériel de chez Magura. Et Magura, alors je ne sais pas ce qu'ils ont sur leur matos de haute qualité, mais en tout cas pour le moyen de gamme, ouais, même le bas de gamme de l'embrayage hydraulique, c'est vraiment claqué. Alors, ça marche très bien, mais ça vieillit très mal. Tout ce qui est plastique, caoutchouc ou joint, ça vieillit très mal chez Magura. Notamment les récepteurs d'embrayage, ils ont commencé à avoir vraiment un génocide, il n'y a pas d'autre terme, sur les nouvelles SMCR de 2019 quand elles sont sorties. Parce que la SMCR de 2019, c'était la toute première 690 à recevoir l'homologation Euro 5, qui sollicitait encore plus les systèmes anti-pollution et qui faisait encore plus chauffer le moteur. Et le problème, c'est que tout ce qui est caoutchouc Magura, ça ne supporte pas la chaleur. Ils n'avaient pas changé le mètre cylindre depuis plus de 10 ans à ce moment-là. Donc, les plastiques n'avaient pas 10 ans, mais ils étaient de conception de 10 ans, quoi. Et c'était pas prévu pour encaisser de pareille chaleur. Donc ils se sont tous mis à claquer les uns après les autres. Alors moi, il a claqué bien plus tard, parce que c'était un Euro 4, ma Duke, mais il a claqué après une surchauffe. Je vous montrerai la photo du coup de l'état du mien, quoi, bien déchiré. Et le point un peu pénible, c'est que du coup, déjà, sans nouveau joint, vous pouvez plus utiliser votre embrayage. Encore sur les routes de chez nous, ça va, hein, vous serez en tout terrain, je comprends la galère. Parce qu'il suffit juste de pousser la moto jusqu'à la vitesse minimale du premier rapport, sauter dessus et passer le rapport. Et là, ça part. Et après, vous faites les passages à la volée. Mais vraiment, le point le plus pénible, c'est qu'en fait, du coup, le liquide de frein qui est là-dedans, quand la membrane du resteur est claquée, le liquide de frein il passe dans le moteur, se mélanger à l'huile. Et je vous assure que le liquide de frein c'est un très très mauvais lubrifiant. Donc ça peut claquer, ça peut abîmer votre moteur d'avoir du liquide de frein dans l'huile, quoi. Bref, il faut rester vigilant sur ce point. Ça peut être mauvais pour le moteur. Et là vous pouvez voir que le mètre cylindre du coup c'est du Magura, comme j'ai dit pour le récepteur, et c'est du Axial. Bon là j'ai un levier AliExpress, me jugez pas trop. En plus, il est pété. Bref, c'est à changer. Je vais mettre un mètre cylindre Brembo comme ce que j'ai mis en face. Mais voilà, qualité, c'est un embrayage hydraulique et ça amène toutes les qualités qui va avec. Par contre, défaut, le matos qu'ils ont mis dessus d'origine, c'est de la merde. Et maintenant que j'ai parlé de l'embrayage hydraulique, on va parler de l'embrayage tout court. Bon, ça va être bien plus court. Hein. Je vais remettre la caméra sur le trépied. Bon, du coup, l'embrayage sur cette moto, il est pas difficile à deviner où est-ce qu'il est placé. Ici, derrière ce joli petit rond. Hein. Et il y a pas mal de choses à expliquer dessus. Déjà, bon, c'est un monocylindre avec beaucoup de couples et du coup, de facto, des rapports assez courts. Donc l'embrayage, on s'en sert bien plus que sur n'importe quelle autre moto, que ce soit pour niveler le couple ou pour passer les rapports. Et justement, au passage de rapport, l'embrayage se mange quand même beaucoup de couples dans la gueule de par le moteur ou par l'écart des rapports. Ou l'inertie aussi du mono, bref, pour plein de choses. Le truc, c'est que KTM a fait un choix. Il y a plus de 10 ans maintenant, en 2007, quand le premier 690 est sorti, ils ont fait le choix de mettre un embrayage anti-dribble de série. Un embrayage anti-dribble, c'est ce qui permet d'empêcher la roue arrière d'être bloquée par un changement de rapport, par le frein moteur. Je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait avant de tester une MT-07. La MT-07, tu baisses deux rapports, tu lâches l'embrayage fort, la roue arrière se bloque instantanément, la gamelle assurée. Alors que le 690, vous pouvez passer tous les rapports d'affilée, de la 6 à la 1. Bon, vous allez faire un petit sur-régime, mais la roue arrière ne bloquera pas
ou en tout cas finira par se débloquer très rapidement pour éviter une gamelle assurée. Vu que mécaniquement, elle aura vu qu'il y aura un surcouple moteur et qu'elle le limitera d'elle-même en fait. Ça marche très bien du coup pour anti-drill. Par contre, ça, en 2007, il ne devait pas avoir je déduis qu'il n'y avait pas de display dans le marché, des embrayages anti-dribble performants et bon marché. Ça ne devait pas exister encore des embrayages comme ça à cette époque. Du coup, KTM, ils ont pris deux embrayages. Ils ont pris l'embrayage ultra performant pour le rallye, pour la RFR 690, qui avait un embrayage bien plus épais, bien plus solide. Après tout, elle avait quand même 20 chevaux de plus que la 690 de route. Ils ont pris du coup l'embrayage anti-dribble pour la route. Le truc, c'est qu'ils l'ont jamais changé depuis en fait. L'embrayage que j'ai dans ma Duke de 2016, c'est le même embrayage qu'il y a dans la Supermoto de 2007. Et par-dessus le marché, il est relativement pénible à changer. Il n'y a pas de carter pour l'embrayage. Alors, il y a un carter d'embrayage, c'est son nom, mais il recouvre le filtre à l'huile et l'axe du vilebrequin. Donc si vous voulez changer l'embrayage, il faut ouvrir le moteur complètement sur le côté, donc vidange obligatoire, pas vidange d'eau non plus, mais quand même. Et c'est du boulot parce qu'il y a plein de choses autour. Alors que notamment sur la RFR, le couvercle, elle a un couvercle d'embrayage qui permet de changer uniquement l'embrayage. Et ça c'est bien. Pareil pour le 1290 et pareil pour quasiment toutes les crosses en fait. Bon, je dis ça, mais il est probable que ça soit bientôt changé. On a vu des images d'un nouveau bas moteur 690 fuité sur internet. Donc voilà le point sur l'embrayage. Il est anti-dribble, mais il n'est pas performant et difficile à changer. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il y a le Sutter et le Sigma en gros, mais c'est tout. Avant-dernier point de qualité ou défaut, le réservoir. Alors déjà, grosse qualité, c'est un réservoir en polyamide comme toutes les crosses ou les protos du Paris-Dakar. C'est un réservoir en plastique qui pèse du coup 3 fois rien. Il est 2 fois plus léger qu'un réservoir en acier. Et pour une masse aussi volumineuse et aussi haute, c'est quand même une très bonne chose. Petit avantage aussi, c'est que comme il est en plastique, il est très mou. Enfin mou. Il est un peu raide, mais il est quand même bien plus mou qu'un réservoir en acier. Et donc pour ceux qui ont quelque chose qui traîne par ici, je vous assure que c'est très plaisant. Par contre, petit défaut, ça ne vieillit pas extrêmement bien. Il peut avoir notamment la surface autour de la serrure de réservoir qui peut avoir tendance à s'ovaliser, à s'onduler. Et du coup, ça peut niquer l'étanchéité de la serrure. Et deuxième point, du coup, c'est que les carénages latéraux, alors ce n'est que les carénages qui sont vissés comme ça, mais c'est quand même les carénages. Les carénages sont vissés dans des inserts moulés dans le plastique. Pour peu que vous les serrez un peu fort ou que, même plus chiant, que les vis se soient grippées avec le temps, se peut que l'insert s'arrache du plastique. Du coup, vous avez un réservoir sans attache pour les plastiques. Et contrairement au réservoir en acier, vous ne pouvez pas juste recharger et retarauder. Et en plus, il coûte 600 € à changer. Par contre, c'est quand même extrêmement triste que KTM ait arrêté d'en produire pour toutes les autres motos de leur gamme. Il ne reste plus que la SMC-R, mais faire toute la base arrière en acier, ça aurait été particulièrement chiant. Ça serait lourd aussi. Déjà que c'est pas très léger avec le réservoir plein, alors... Et dernière qualité et défaut, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai mis l'agilité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes, Alcan? C'est un monocylindre qui pèse rien, d'où c'est pas agile. Alors l'agilité, ça a certes un lien avec le poids et l'inertie, vu que c'est un petit moteur, il n'y a pas beaucoup d'inertie, mais ça dépend aussi beaucoup de la géométrie de la moto. J'en ferai une vidéo à part entière sur tout ce qui est châssis et géométrie, parce que c'est vraiment peut-être le point le plus inconnu du grand public. Mais ce qui définit l'agilité d'une moto, c'est la géométrie. Alors on va faire très simple. Pour résumer simplement, m'engueulez pas, je sais que c'est pas ça, mais pour expliquer très simplement. L'agilité d'une moto, c'est l'angle de la fourche. Plus la fourche est comme as, plus la moto sera stable. Plus la fourche est droite, plus la moto sera agile. Voilà, c'est pas le seul point, très loin de là, mais pour imaginer bien. Imaginez un chopper, la fourche est bien allongée, par contre c'est un camtar à tourner. Et par contre, vous pouvez rouler sur un sanglier, la moto changera à peine de direction, tellement que c'est stable. Et à l'inverse, un scooter, la colonne est super droite, donc c'est extrêmement agile, par contre au moindre petit coup de vent, ça guidonne dans tous les sens. La 690 Duke a eu une géométrie un peu plus stable que ce que pourrait faire KTM, notamment que ce qu'a fait KTM sur la 790. La 790 Duke est, d'un point de vue géométrie, bien plus agile que la 690. Par contre, elle est instable. Et c'est pour ça que KTM a mis un amortisseur de direction. Le 690, lui, il n'a pas eu droit d'amortisseur de direction. Et vu que c'était une moto pour débutants, il fallait assurer une bonne stabilité, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui se vautre avec du guidonnage. Surtout avec la qualité des suspensions d'origine. Donc c'est dommage parce que ces motos peuvent être bien plus agiles avec la géométrie adéquate, en ajoutant un amortisseur de direction et en y mettant des suspensions de qualité. Et c'est le but de ma prépa. Là j'ai changé un tout petit peu la géométrie, parce que j'ai pas encore mis d'amortisseur de direction, parce que j'ai 2 problèmes à résoudre avant. Mais quand ça sera fait, je changerai encore plus la géométrie pour qu'elle soit encore plus agile, sans être dangereuse, ça c'est important.
Le danger, c'est pas bien. Le danger de l'équipement, encore moins. Donc voilà, ça c'était toutes les qualités et tous les défauts. Alors ça a été peut-être la partie la plus touffue. J'ai complètement oublié de reprendre mes débuts de phrases. Donc il y a des bonnes chances que je barbouille à beaucoup d'endroits. J'en suis désolé. Je mettrai des sous-titres si même pour moi c'est trop inaudible. Ça fait déjà 3 fois que j'enregistre cette vidéo, j'en peux plus. Désolé. Bon, maintenant on est sur la partie la plus intéressante et que je préfère de loin. C'est juste con que j'ai gardé pour la fin parce que maintenant je suis un peu fatigué. Donc on va pas traîner. Alors la toute première qualité, la plus importante et ce qui fait l'essence même de cette moto, son moteur, le LC4. Le LC4, je ferai un épisode à part entière sur ce moteur parce qu'il a une histoire incroyable. C'est le tout premier moteur conçu par KTM et même du coup le tout premier moteur de compétition conçu par KTM. Et la troisième génération du LC4, le 690, il a été conçu pour participer au Paris-Dakar en 2007. Il a tout éclaté. À tel point que les Japonais se sont plaints de ce moteur et qu'ils ont du coup demandé très fortement une limitation à 450 cm3 pour GRT le 690 du Paris-Dakar, parce qu'ils n'arrivaient pas à le battre. Parce qu'ils avaient que des monos de cross ou des gros monos à chier. Donc désolé les Japonais. Et il a fallu encore 10 ans de plus pour que Honda réussisse à battre KTM. Merci les gars. Bref. On est du coup sur un monocylindre de 692,3 cm3, c'est important, cette cylindrée. Et on est tout simplement sur le moteur gros cube le plus léger de la production. Alors il y a des moteurs de cross plus légers encore, qui sortent peut-être autant de puissance, mais pas pour la route et pas pour le même usage, et pas pour le même prix aussi. Là on est sur un moteur de route avec le prix d'un moteur de route, les entretiens d'un moteur de route et la facilité d'un moteur de route qui pèse 38 kg. Alors c'est pas non plus rien, hein, je dis pas, mais c'est 12 kg plus léger qu'un CP2 qui est moins puissant et moins coupleux. Mais pas spécialement plus souple non plus, hein, faut pas exagérer. C'est aussi le monocylindre le plus performant de l'histoire, homologué. Et surtout, j'en ai parlé un tout petit peu dans les défauts, le réglage moteur d'origine est pourrave. Mais ça sous-entend qu'il peut être amélioré. Donc je vous ai dit, échappement, admission, distribution, que ce soit soupape ou Arbacam, injection, que ce soit l'injecteur et le boîtier papillon. Bon, on le voit pas, je mettrai une petite photo. Et ce moulin peut sortir 95 chevaux facilement. Moi, je peux faire ça qu'il sort 95 chevaux et m'en servir tous les jours pour la route. Je vais rapprocher les entretiens, mais ça me gênera pas plus que ça. Et en course, je crois que le record du 690 en termes de puissance cylindrée, alors ça n'a jamais été fait avec cette version du 690 là. Donc ça se trouve, ça sera encore plus élevé. Mais c'est le tout premier 690, le 654 cm3, sorti en 2007. Et c'est les préparateurs de chez Shopperworks quelque chose, je mettrai le nom. Par contre, ce que j'ai pas oublié, c'est les chiffres de leur moulin. Alors, ils ont préparé un 690 pour du Carcross. En gros, le Carcross, c'est une compétition de karts dans la terre, hein, avec un gros esprit de bricolage, parce que c'est des châssis faits maison généralement, avec des moteurs de moto, pour avoir le maximum en termes de poids-puissance. Et ça a souvent tendance à se retourner ou à se rentrer dedans, c'est vachement rigolo. Bref, ils ont fait ce moteur-là pour le Carcross. Donc on est sur un monocylindre de 37 kg, parce que la nouvelle version a pris un petit kilo avec la nouvelle culasse. 37 kg, 654 cm3, 100 chevaux, 100 Nm de couple. Et c'est suffisamment costaud pour tenir des courses. C'est pas un moteur de drague qui pète au bout de 100 mètres, c'est un moteur de course qui doit tenir jusqu'à la fin de la course. Donc on est proche sur un moto de cross quoi. Ce moteur a un comportement ultra jouissif parce qu'il pousse fort et en plus il prend beaucoup d'allonge. Le rupteur est à 9300 tours minute, ce qui est énorme pour un monocylindre. Et on est pas loin des enduro 450 en termes d'allonge. Les monos 450 enduro ont le rupteur à 9800 tours minute. Les cross l'ont à 12500, mais voilà. Après il y a un petit avantage, bon, parce que il n'y a pas de décalage de vilebrequin. Vous savez pas ce que c'est pas grave, j'en parlerai un jour, mais en gros c'est de par ce fait là que les enduros prennent pas tant de tours que ça, parce que ça limite beaucoup la fiabilité. Donc voilà, coupleux, performant, largement améliorable, fiable. Alors il y a eu les premières générations de 690 qui avaient des gros problèmes de lubrification de la culasse. Il y avait 2 culbuteurs dans la culasse actionnés par l'arbre-à-cam et en gros elle glissait sur l'arbre-à-cam via des galets. Le problème c'est que les galets n'étaient pas lubrifiés et du coup ils avaient tendance à gripper, et quand un galet est grippé, et il glisse sur l'arbre-à-cam, il ponce l'arbre-à-cam et ça déglingue tout. L'avantage c'est que du coup les soupapes s'ouvrent moins, donc vous avez une perte de puissance. Donc si vous êtes réceptif,
qu'il y a une perte de puissance et que vous voyez que l'arbre à cam est poncé comme une souche, c'est le moment de tout changer. KTM a donc refait cette culasse en 2016 pour la Duke 5 et ensuite ce nouveau moteur a été placé dans la Supermoto 701 en 2017, l'année suivante, puis sur la Svartpilen et Vidpilen 701 en 2018, puis la SMCR en 2019. J'expliquerai tout dans la vidéo du LC4, mais c'est un bordel parce que du coup là il y a deux châssis, non, il y a trois châssis, quatre marques qui utilisent ce moteur là. Avant 2022-2023, ils n'utilisaient jamais le même, il y avait toujours des petites différences. Donc voilà, genre la Supermoto de 2016 a le même moteur que la Duke de 2012 et le même moteur que la SMCR de 2014. C'est ce niveau de bordel. Deuxième grosse qualité, le châssis. Alors, je vais essayer d'être concis mais être complet, ce qui n'est pas facile. C'est, à mon sens, l'un des meilleurs châssis qui n'ont jamais été développés pour des motos de route, pour un usage routier. Je m'entends bien par là. C'est pas un châssis conçu pour de la piste. C'est pas un châssis conçu pour du off-road. C'est pas un châssis conçu pour du confort. C'est un châssis conçu pour de la perf sur route, ce qui est extrêmement rare. Dans le jargon, on appellerait ça un châssis de supermotard. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle moi. Parce que les supermotards, ils n'ont pas un châssis de supermotard. Ils ont un châssis d'enduro amélioré, c'est pas pareil. Là, le châssis, il a été pensé pour le même usage qu'un supermotard, c'est-à-dire pour le bitume avec une partie de terre, donc où il n'y a pas un grip absolu, comme sur piste, et il faut que ça soit le plus léger possible, tout en étant le plus rigide possible. Parce que j'entends souvent dire que trop de rigidité, c'est problématique. Alors c'est vrai, mais pour un seul point. Lorsque les suspensions n'ont pas beaucoup de débattement. J'en expliquerai plus sur les châssis, mais donc quand la moto est inclinée à 70 degrés comme sur un circuit, l'effort du sol ne va pas vers dans l'allongement de la suspension, elle va sur le côté de la suspension. Et du coup, le débattement déployé par le choc, il est augmenté par le carré de l'inclinaison. Ça veut rien dire, je mettrai peut-être des images si j'en trouve, mais en gros pour vous expliquer, trop de rigidité ça pose problème quand la moto s'incline de fou. Là ça pose problème et qu'elle n'a pas assez de débattement. Notamment la dernière S1000R, c'était le souci, le châssis était trop rigide en torsion et du coup ça mettait les suspensions en butée. Ici, KTM, quand ils ont conçu ce châssis, c'était pour un supermotard. Donc le débattement des suspensions, c'est 2 fois ce qu'a une sportive, même 3 fois selon la sportive. Donc la rigidité, il n'y a pas de limite à avoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on est du coup sur un châssis assez particulier parce qu'il a l'avantage de porter un monocylindre et pas un moteur en V ou un moteur large. Parce qu'un moteur en V, le problème c'est qu'il faut laisser une ouverture sur le dessus du cadre pour faire passer l'admission. Parce que l'admission va entre les deux cylindres. Sur un moteur large, il faut que le cadre fasse le tour du moteur pour que ça soit un maximum rigide. Là, le moteur il est fin et il peut passer au-dessus du moteur. Donc on a l'avantage du moteur à berceau et l'avantage du moteur périmétrique. Les deux combinés. Donc on a une poutre centrale qui passe en haut. Je mettrai des images vues de côté avec des flèches pour montrer, même si moi je montre avec mes mains. Donc on a une poutre centrale en haut qui va jusqu'aux 2/3 du cadre avant de se séparer en deux pour contourner l'admission, quand même contourner l'admission, il y en a bien une. Et à côté il y a 2 barres périmétriques qui contournent le moteur pour assurer un maximum de rigidité en torsion. C'était l'objectif de KTM. Et vu le résultat, sincèrement ils ont réussi. Sur la route, il n'y a pas de moto avec un châssis plus rigide en torsion. Deuxième point, vu que c'était un châssis pensé pour le supermotard, ils ont pris en compte l'un des détails importants du supermotard, à savoir rouler comme un gros débile et faire des sauts de bâtard. Donc ils ont conçu en fait l'arrière du cadre, donc cette partie-là, comme l'arrière d'un cadre donc de trail rallye. Vous regardez les châssis de rallye actuels encore, la conception est très similaire. Il y a le point de fixation de l'amortisseur en haut, par ici, donc dans le croisement des 2 barres là. Il y a un triangle de barres ici pour former un triangle indéformable, un deuxième triangle ici pour former un autre triangle indéformable et au final ça en fait un 3e quoi. Donc cette partie là du cadre, si vous réussissez à le tordre, franchement je prends l'avion, je viens vous voir et je vous offre une médaille. Deuxième point, ils ont mis un amortissement à biellette. Alors vous voyez peut-être pas bien mais je vous montre encore une fois une photo. L'amortissement à biellette en gros ça permet de moduler l'amplitude de l'amortissement sur les premiers degrés d'inclinaison du bras oscillant. L'amortissement est plus rapidement sollicité grâce à ce système de biellette. On peut le remplacer par un système plus cheap qui s'appelle le PDS si je me trompe pas. En gros on met un ressort non régulier. En gros le ressort il est plus réactif sur les premiers degrés, enfin, sur les premiers millimètres d'écrasement et après il est un peu moins fort. Je crois que c'est ça, je sais plus. Mais en tout cas je sais que sur les enduro KTM en tout cas ils ont retiré le système de biellette, ils l'ont remplacé du coup par ce système PDS qui personnellement pour moi c'est juste pour limiter les coûts. Rigidité châssis c'est ok, solidité châssis c'est ok, suspension c'est ok. Maintenant il reste le bras oscillant. Alors aujourd'hui on connaît bien ce bras oscillant nervuré mais en 2016 c'était une première encore plus chez
KTM. C'est le premier bras oscillant aluminium nervuré qu'ils ont produit. Avant, ils avaient des bras oscillants type cross, donc des bras oscillants pleins. Notamment la Super Duke c'était ça, tous les 950, 990 c'était ça. Ici KTM ils ont développé donc le premier bras oscillant nervuré pour l'avantage d'avoir un bras oscillant qui est très léger et très rigide. Le truc par contre c'est que niveau solidité, c'est moins solide qu'un bras oscillant d'enduro. C'est le revers de la médaille, hein. Le bras oscillant est léger et rigide donc il est plus cassant de facto. Même si j'en ai jamais vu se faire casser. Après il n'y a pas grand monde qui fait des jumps de 40 mètres comme en cross. Et c'est moins rigide qu'un bras oscillant sportive. Autant la rigidité en torsion pour une sportive c'est à contrôler, la rigidité du bras oscillant, il faut que ce soit le maximum possible. Là, ils ont pas mis le maximum vu que tu n'es pas censé faire de la piste avec cette moto. Ça marche très bien, ça marche très bien, mais c'est pas pensé pour. C'est pensé pour du super motard. Donc quand tu es dans un virage, t'es pas couché, tu es en travers, pas pareil. Bon, troisième qualité du coup, là, c'est temps que j'en parle, c'est le poids. Alors j'en ai parlé, moteur gros cul le plus léger de la production, réservoir en plastique, un seul cylindre, base arrière en aluminium, bras oscillant en aluminium, c'est la moto gros cube la plus légère de la production. D'origine, avec le gros échappement et toutes les merdes que moi j'ai retirées, la moto pèse tout plein fait avec 14 litres de réservoir, 162 kg. La version R pèse 161 kg. Elle a gagné un peu de poids grâce au silencieux Accra. Moi la mienne, dans l'état que vous la voyez actuellement, donc j'ai pas changé fondamentalement beaucoup de choses, principalement l'échappement, la batterie, des carénages et j'ai viré quelques merdes à gauche à droite. Elle fait 150 kg tout plein fait avec les 14 litres dans le réservoir. Que sans essence ça fait autour des 140 kg pour 85 chevaux actuels. C'est vraiment très bon, un très bon rapport poids-puissance. Et du coup avoir une moto aussi légère et performante, ça donne une moto très facile. Entre le poids extrêmement léger, bon je vais le montrer hein, carrément pendant que j'y suis. Donc voilà, admettons je suis en train de la pousser. Bon c'est un exemple comme un autre. Hein. Et oh merde j'ai glissé. Oh je la fais tomber. Et ben non, vous voyez, je la relève sans difficulté. Ça serait allègrement plus difficile avec une MT-07 où il faudrait la reprendre autrement. Et la Harley Davidson de mon père qui fait 340 kg à sec, sans valise, sans essence, sans passager, je vous en parle même pas. Donc le point de facilité est vraiment excellent sur cette moto parce que le poids est léger, le châssis est très efficace pour peu que vous changez les suspensions hein, bien sûr. L'embrayage aide beaucoup à rouler en ville et à compenser un peu le manque de souplesse du moteur qui est vraiment le seul point pénible pour la facilité. Parce que même la puissance moteur, vous mettez la carte au Rain, c'est vraiment facile à piloter. Et comme ça pèse rien, ça pardonne beaucoup les erreurs de pilotage. Et pour terminer, la toute dernière qualité et pour moi la plus subjective, c'est le look de cette moto. Alors bien sûr, il y a la mienne avec son super phare à LED mal implanté, mais niveau design, niveau dessin, je la trouve quand même très réussie alors que le coup de crayon date d'il y a plus de 17 ans maintenant. Les origines du style de la 690 Duke vient d'un concept, la 690 Stunt, qui en gros était la fabrication d'un croquis, d'un sketch, ça s'appelle comme ça, un initial sketch, fait par Gérard Kiska, le PDG de la boîte de design Kiska, qui depuis travaille pour KTM, GazGaz, Husqvarna. Donc le coup de crayon initial vient de là. Et c'est lui qui a dessiné du coup la ligne de l'écope et notamment le phare de la première, le phare d'origine de cette Duke, qui en gros est inspiré d'une plaque de compétition de stunt, d'où le nom Stunt 690. En 2012, quand KTM décide de rendre sa Duke 3 plus accessible, ils ont repris du coup la Stunt 690, on a repris les écopes et le réservoir et ils ont redessiné du coup toute la base arrière qui est celle-ci et qui est très réussie et très jolie. Alors ça manque peut-être un tout petit peu de nervure comme ils ont fait sur les récentes Duke 390 125, mais voilà, les lignes sont, j'ai pas beaucoup de termes techniques en design, mais en tout cas on n'est pas sur un design trop bio-design avec des rondeurs partout comme la première Hayabusa qui personnellement je la trouve pas très belle, surtout à l'arrière pour cette raison là qui est beaucoup trop ronde, et on n'est pas en plus sur un design ultra carré comme sur les premières Super Duke ou Super Moto 1690. Là on est dans le parfait mélange, et en plus je suis pas le seul à y penser, notamment les designers de chez KTM, ils ont repris le dessin de la Stunt 690 en 2011 par là pour dessiner la Duke 125. J'ai quelques images que j'ai récupérées, je sais pas d'où ça sort, mais ça ressemble à une réunion en tout cas, ou un résultat de réunion de chez KTM, où ils expliquent en fait que les designs futurs de toutes les Duke seront basés sur les proportions, sur le style de la 690 Stunt. Donc la Duke 125 et 390 de première génération sont inspirés directement de la 690 Stunt. La Duke 4, je vous en parle même pas, c'est littéralement la 690 Stunt. Et la Super Duke pareil. Le design de la Super Duke V1, c'est une synthèse de la Stunt 690. Et tout ce qui a suivi est basé sur le design de la Super Duke V1, qui a été du coup modernisé avec des LED plus élancés, plus acérés. Bref, l'évolution du design quoi. Et c'est pour ça que
étonnamment, j'avais un peu peur, mais je trouve que ce phare à LED, du coup, qui découle de la Super Duke V1, colle parfaitement aux écopes de la 690 Stunt. Donc on est vraiment sur une moto très charmante qui a un moteur unique au monde, que des monocylindres il n'y en a plus aujourd'hui. Il y a Ducati qui va peut-être en sortir un nouveau, mais on verra bien comment il est. Un châssis incroyable, une possibilité d'amélioration énorme. Par contre, ça demande quand même beaucoup d'attachement de son propriétaire. Ceux qui changent de moto comme de chemise, testez-la. Il faut vraiment que ça soit un coup de cœur pour que vous ayez envie de la garder longtemps. Et très souvent, ceux qui achètent ce genre de moto, ils la gardent très longtemps. Parce qu'elle est vraiment, elle est irremplaçable. Il n'y a pas d'autres motos qui lui ressemblent sur le marché. Et je pense que, vu la tournure annoncée pour le futur, c'est pas près d'arriver. C'est bien dommage. Moi, en attendant, je la casse, je la répare, je l'améliore, mais je vis avec.